Bonjour à tous, merci donc de m'accueillir ici, merci à la Société d'Histoire de Lyon ainsi qu'aux archives municipales. Je vais donc vous présenter une femme du XVIe siècle. D'abord, pourquoi elle? Quelles sont les origines de cette recherche? Je dirais qu'il y a 3 raisons qui m'ont poussée à me pencher sur cette personne. La première raison, donc, est suite à ma thèse. Laurent de Montchenu, c'était le XVIIIe siècle. Mais mes relecteurs, qui sont là pour traquer les coquilles qu'on trouve toujours, vous savez, chaque fois qu'on écrit sur un écran d'ordinateur, ont terminé leur travail et m'ont fait remarquer que ça manquait de femmes. De fait, je n'ai rien trouvé, aucune archive sur la femme de ce Laurent de Montchenu. Et puis, deuxième raison, c'est qu'actuellement, on va dire que l'historiographie met à l'honneur les femmes. Nous avons donc eu d'ailleurs ici une conférence sur l'édition à Lyon où les femmes étaient mises à l'honneur. Et enfin, bien sûr, troisième raison essentielle, c'est qu'elle a laissé des archives. Cette femme, elle a écrit beaucoup. Elle a écrit 35 cahiers de comptes tenus scrupuleusement de 1603, date de son veuvage, à sa mort, et des factures, des procès, du courrier, des archives donc privées très importantes, à peu près 2 à 3 mètres linéaires. Donc il y avait une abondance certaine de sources. Voilà. Et je suis tombée de nombreuses fois sur cette signature. Donc ici, votre bien affectionné pour vous servir, G de Diacète. Cette femme était donc la trisaïeule de Laurent de Montchenu, qui est le sujet de ma thèse, son arrière-grand-mère. Et donc, je me suis demandé qui se cachait derrière cette signature. La curiosité a fait le reste. Sa vie se déroule en 3 temps. Premier temps, elle est lyonnaise, comme vous l'avez dit, jeune fille, et elle vit à Lyon dans un milieu aisé. Deuxième temps, elle se marie en 1584, elle a 18 ans, et donc son statut change de jeune fille, elle devient épouse et elle devient mère, 9 enfants. Troisième temps, 1603, elle est veuve et elle est tutrice de ses enfants et le demeure jusqu'à sa mort à 73 ans. Elle ne se remarie pas. Ces 3 périodes se situent dans 3 lieux différents. La première période, jeune fille, elle est à Lyon. C'est donc de cette période-là que je vais vous parler. La deuxième période, eh bien, elle va rejoindre son mari. Son mari, c'est François de Montchenu et seigneur de Châteauneuf de Galore. Donc, elle va le suivre dans son château. Et la troisième période de sa vie, elle est veuve et donc elle est amenée à se promener pour résoudre ses procès. Donc, je vais mettre l'accent sur sa vie lyonnaise. Je me propose donc ici de vous montrer l'itinéraire de cette jeune fille au XVIe siècle, à travers les spécificités de sa famille, afin de déterminer si elle est vraiment représentatrice de son époque. Donc j'ai un plan en 3 parties, très classique. Je vais d'abord vous présenter les ascendants maternels de Geneviève de Diacète, essentiellement la famille Pense. Ensuite, les ascendants paternels de Geneviève de Diacète, la famille Catani d'Adiacetto, donc d'origine florentine. Et enfin, dans une 3e partie, je vous expliquerai comment cette situation, ces ascendants maternels et paternels, ont fait de Geneviève de Diacète une très riche héritière qui a donc pu se marier avec François de Montchenu en 1584. Donc, première partie, les ascendants maternels de Geneviève de Diacète. La mère de Geneviève est donc Françoise de l'Aulbe. Ici, sa signature, votre bonne amie, Françoise de l'Aulbe. Cette Françoise de l'Aulbe est mariée à un marchand de Lyon, lyonnais de l'Aulbe,
Et une des sœurs de Françoise, Rigaude, épouse Jehan Merlin, qui s'occupe de la ferme du tirage du sel à Lyon. Alors pour ceux qui ne savent pas, je précise que le sel était un impôt indirect qui était affermé, c'est-à-dire qui était confié à un fermier, ce qui veut dire en clair que cet homme avançait au roi des sommes très importantes, donc il était déjà très riche, et ensuite il se remboursait sur les citoyens de Lyon en l'occurrence, et il se remboursait en général généreusement. Donc, cela nous situe tout de suite, avoir le sel en ferme, c'est déjà être un personnage très aisé. Le décor est donc planté, nous allons être dans la sphère économique des riches marchands, banquiers, financiers. Je précise que Françoise a été mariée 2 fois, et donc ici je vais vous parler de son premier mariage avec la famille Pans. Pans, en fait, le nom c'est Pansa, puisqu'il était d'origine piémontaise. Et donc, Geneviève, qui est issue du 2e mariage, a donc des demi-frères et des demi-sœurs. Et ce Pierre, premier mari, est un marchand fréquentant les foires de Lyon. Il a donc francisé son nom italien, Pans. En effet, cette famille Pans, elle est installée à Lyon depuis le XVe siècle, fin XVe siècle. Ils ont obtenu une lettre de naturalité en 1481. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre de naturalité? C'est une lettre qui permet à un étranger d'avoir la citoyenneté française, même si on ne le dit pas comme ça à cette époque, je le transcris avec des mots contemporains. Et c'est particulièrement important puisque si on est étranger et qu'on décède en France, le roi va pouvoir pratiquer son droit d'aubaine, c'est-à-dire qu'il confisque tous les biens. Et donc les héritiers n'ont rien. Donc avoir une lettre de naturalité permet de pouvoir léguer à ses enfants ses biens. Et le deuxième intérêt de cette lettre, c'est qu'elle permet également d'avoir des fonctions politiques, par exemple les consuls de Lyon. Donc c'est relativement indispensable. Cette famille Pans fait commerce des étoffes et des fourrures dans toute l'Europe occidentale, ainsi que le commerce des draps. Les draps, ce sont des tissus extrêmement précieux qui servent à faire les manteaux. Ils sont donc en lien avec d'autres marchands, comme la famille Salviati. Les Salviati font partie des quelques banquiers lyonnais, au même titre que les Guadagni, les Gadagnes, les Gondi, les Caponi. Ils ont pignon sur rue à Lyon au XVIe siècle, sachant bien sûr que la banque la plus importante à Lyon, c'est la banque des Gadagnes, établie donc par Thomas Ier de Gadagne, qui a prêté beaucoup d'argent à François Ier pour ses guerres en Italie. Donc tout ce petit monde se retrouve, bien sûr, et la famille Salviati, la famille Pansa, Pans, exporte par exemple des biens en Espagne en passant par Nantes. Donc nous sommes aussi dans le commerce maritime. Un document du 5 juin 1536 nous dit que Pierre Pans est certifié marchand piémontais, habitant bourgeois. Qui est-ce qui s'exprime ainsi? Il s'agit du bourgmestre de la ville d'Anvers. Sur ce document, donc à gauche, vous avez le sceau tel qu'il est sur cette lettre, un petit peu abîmé, et j'ai mis à droite le sceau actuel de la ville d'Anvers, sur laquelle on lit, bien sûr, Sigillum Monarchia Anverpensis. La famille Pans est donc au premier rang du commerce des Flandres, la ville d'Anvers, et cela lui vaut donc d'occuper une place importante pour les importations à Lyon. Françoise de l'Aulbe, alors je vous montre un petit arbre généalogique, je ne sais pas si on le voit bien du fond de la salle. Donc nous situons Françoise de l'Aulbe avec son premier mari Pierre Pans qui est mort en 1562, son deuxième mari donc, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et de ce premier mariage, elle a donc 2 enfants, César et Charlotte. Dans son testament, elle lègue à son fils César
un beau diamant et un rubis, et à Charlotte, sa chaîne de perles et 4500 livres. Elle précise qu'une partie doit servir à régler les procès en cours. Et elle prévoit quand même 260 livres pour les habits de deuil et pour son enterrement. Mais comme César meurt avant Charlotte, diamant et rubis reviennent à celle-ci. Et d'autre part, 100 écus sont réservés comme don aux pauvres. La famille Pons fait donc partie de l'Internationale des affaires avec des branches familiales à Anvers, à Lyon, à Nantes. Ils ont donc un niveau de vie élevé. Jérôme Pons, que vous voyez sur l'arbre généalogique, possède en 1515 une belle maison à Lyon, rue des Flandres, près du port Saint-Éloi. Son fils Girardin, une maison de campagne à Sainte-Foy. Et son petit-fils Justinien, une seigneurie en Bresse. Donc on voit que d'une maison à l'intérieur de Lyon, à la génération du petit-fils, on arrive à une seigneurie en Bresse. On distingue ici l'ascension sociale. Dans son inventaire après décès, puisque Françoise de Laulbe meurt en 1607, on trouve des tapisseries de Flandre et d'Auvergne, de l'argenterie, un miroir de Venise. Donc, un luxe certain. Cela nous situe un petit peu le milieu de vie de notre Geneviève de Diacète. Néanmoins, on va dire que c'est plutôt une élite locale. Ils sont très bien insérés dans le tissu social grâce à cette fameuse lettre de naturalité. Les Pons sont donc citoyens de Lyon et ils vont accéder au consulat. Jérôme Pons est consul de Lyon en 1524, Girardin en 1550, en 55, en 1560, en 1564, Justinien, qui est donc le cousin de César, en 1574. Ils vont également s'occuper de l'aumônerie générale. Alors, petite parenthèse, l'aumônerie générale a été créée au début du XVIe siècle. Il y a des révoltes à Lyon, par exemple la Grande Rébène en 1529. Et face à cette pauvreté importante et à ce risque, les élites urbaines veulent pacifier la ville et vont donc organiser la charité publique. Donc l'aumônerie générale est créée en 1534, juste après une grande disette, et elle fonctionne par des contributions régulières des bourgeois. Elle est gérée par 8 ou 9 membres qui sont consuls, donc un membre de la famille Pons. Et la première tâche, c'est distribuer du pain aux pauvres. Ils ont donc des moulins, des boulangeries. Assez compliqué, moi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cela nous montre une organisation du secours aux pauvres. C'est une œuvre humaniste, bien sûr. C'est une institution importante. Donc Girardin Pons, en 1540, en 1546, les cousins César et Justinien, en 1576 et 78, sont recteurs, font partie des recteurs de l'aumônerie générale. En plus de ce rôle, donc, commercial, de ce rôle politique, il y a un rôle religieux. Il y a à Lyon ce qu'on appelle la confrérie des pénitents blancs. Cette confrérie des pénitents blancs, dédiée à Notre-Dame, est ancienne, elle remonte au XIIIe siècle, mais elle a disparu en 1562 lorsque les calvinistes ont pris la ville de Lyon. Et elle a été ensuite restaurée en 1576-77 par Justinien Pons. Donc nous sommes là évidemment dans le contexte de la contre-réforme. Il faut affirmer la foi catholique après le départ des calvinistes, d'où des processions, des offices. On pratique une piété très visible extérieurement, plus rien à voir avec aujourd'hui, si vous suivez l'actualité. Et donc le devoir du bon chrétien, c'est la charité. Il finance aussi, bien sûr, les pauvres. Donc notre famille pense... Et donc, les cousins de Geneviève, que ce soit César, les demi-cousins, je ne sais pas bien comment appeler ça, César, Charlotte, Justinien, voilà, ont un petit peu pignon sur rue.
En tout cas, quand Geneviève fait son testament en 1607, elle demande à être enterrée avec son premier mari. Je ne sais pas ce qu'il faut en conclure. Mais en tout cas, elle dit « Je veux être enterrée dans la paroisse Saint-Laurent », donc ici un plan scénographique de Lyon en 1550, avec la particularité, qu'on voit très bien un petit peu sur la droite, l'église Saint-Paul et juste à côté l'église Saint-Laurent. On avait deux églises côte à côte à l'époque. Aujourd'hui, si vous allez à l'église Saint-Paul, à côté vous avez un parking. C'était là que se trouvait l'église Saint-Laurent. Et donc, elle veut être enterrée avec son mari à Saint-Laurent. Je vais donc maintenant vous parler de deuxième mariage et donc des ascendants paternels, la famille Cattani da Diacetto. Ce deuxième mariage, donc, avec cette famille, elle est donc d'origine florentine. Elle est d'origine florentine depuis le XIVe siècle. Vous avez dans les environs de Florence un petit village qui s'appelle da Diacetto, en un seul mot. Et au XIVe siècle, il y a un palais, le palais Fanny da Diacetto, qui est construit à Florence. Voilà, donc il a l'air un peu miteux sur la photographie. C'est pas un grand palais extraordinaire, mais enfin bon, quand même, ils sont bien installés à Florence. Et lorsque je faisais mes recherches pour ma thèse, je m'interrogeais bien sûr sur cette trisaïeule. Et je suis allée visiter la Galerie des Offices. Donc, quand vous arrivez à la Galerie des Offices, vous avez une espèce d'immense hall avec un plafond à caisson. Et dans chaque caisson, vous avez un Florentin célèbre. Et donc, je me suis promenée, la tête en l'air, la nuque bien cassée, en me disant, il y a peut-être un Diacetto quelque part. Bingo! Voilà, Francesco Cattani da Diacetto. Un premier. Un deuxième, Francesco Luigi da Diacetto. Et ensuite, ultime bonheur de la recherche, c'est quand on ne cherche pas et qu'on trouve, en me promenant dans une rue, je tombe sur Via Jacopo da Diacetto. Que du bonheur pour un historien. Et qui sont donc ces trois personnages? Ce sont des personnages qui ont vécu au début du XVIe siècle à Florence. Ils faisaient partie de l'école de philosophie néo-platonicienne. C'était des hommes de lettres, des humanistes, qui se retrouvaient pour discuter avec d'autres personnages. Et quant à notre Jacopo da Diacetto, il a participé donc à une conjuration, à un complot contre le cardinal Jules de Médicis en 1522. Pas de chance, il s'est fait prendre, on lui a coupé la tête. Et donc, probablement à cette période-là, une partie de la famille a quitté Florence, dont la vie politique était quand même très très agitée, très instable, pour venir s'installer dans le royaume de France et à Lyon. C'est l'époque aussi des grandes foires. Ces Diacetto ont donc un blason que voici. Et donc, c'est donc une famille de la noblesse florentine, très connue. Et je vais d'abord vous présenter l'oncle de Geneviève de Diacète, chez qui elle a fait des séjours, Ludovico Louis da Diacetto. Mais alors lui, il a francisé son nom. D'Adiacète, il l'écrit D''A''D''J''E''C''E''T. Il a vraiment bien francisé. Qui est ce personnage? Il est donc né à Florence, un marchand de soie. Et en 1570, le roi Charles IX, qui a besoin d'argent, comme on dit, pour subvenir à l'urgente nécessité du royaume, cherche un fermier ayant les reins assez solides pour lui faire l'avance de fortes sommes. Le royaume sort alors de la troisième guerre de religion avec les protestants. Et le roi décide qu'il ait besoin de bailler la dite douane de Lyon à ferme à quelques notables et dignes personnes
et ne pouvant reconnaître personne plus idoine et propre à cet effet que le dit d'Adiacetto. Donc, voilà que notre Louis de Diacette obtient la douane de Lyon, c'est-à-dire les importations et les exportations, et il avance des sommes coquettes, parce que quand même pendant 6 ans, il doit verser 310 000 livres tous les ans au roi, et bien sûr, il va se rembourser en levant les douanes. Il prend 5% sur tous les draps et marchandises d'or et d'argent et de soie qui sortent du royaume. Cet homme est donc très bien en cours. Le roi lui est redevable. C'est l'homme le plus imposé de Lyon. Il paye une taxe de 600 livres en 1571. Il est fournisseur de la cour de Catherine de Médicis. Et d'ailleurs, celle-ci lui doit 21 000 livres. Elle a commandé des draps de soie pour se faire des robes et elle ne les a pas payés. Et en plus des douanes de Lyon, il prend aussi à ferme toutes les douanes de soie et d'épices de Marseille en 1571. Donc, vous voyez que ce banquier du roi mène grand train. Il est anobli à la mode française, c'est-à-dire qu'il devient comte de Châteauvillain. Il fait construire un hôtel particulier dans le Marais en 1580. Il se marie avec une Italienne de renom, de la famille des Acquaviva de Naples. Il est nommé maître d'hôtel d'Henri III. Et voilà, il est donc bien en cours. Malheureusement, les ligueurs assiègent Châteauvillain en 1593. Lui-même est tué au cours d'un duel en 1593 également, mais sa veuve survit. Et donc, nous dit-on, les D'Acetto et les Gadagne sont une grande fierté pour Florence, parce que ce sont des émigrés qui ont bien réussi. Et, paraît-il, il y a des fresques dans le Palazzo Vecchio qui les célèbrent et les exaltent. Mais comme on n'a pas le droit de prendre de photographies, on n'a pas le droit non plus pour les caissons, mais ça, je l'ai fait quand même. Voilà. Donc, un oncle très bien doté au niveau financier, bien en cours, et son frère s'appelle Gian Battista d'Adiacetto. Donc, il signe Gian, Battista est réduit à un B et un A, d'Adiacetto. Cet homme, donc, le frère de Louis, est lui-même un homme très riche. Il n'est pas allé à Paris, il est resté à Lyon. Il a financé des galions, donc ça c'est pour le grand commerce maritime, outre-Atlantique, à Venise, avec les Strozzi, en 1580. Bon, il a perdu un peu d'argent dans l'affaire, d'après ce que j'ai compris. Et la famille d'Adiacetto est en affaire avec les panses. Tout ce petit monde grenouille, vous savez, Lyon, c'est pas si grand que ça quand même. Et donc, les uns prêtent de l'argent aux autres, voilà. Et donc, il s'occupe aussi de la ferme du sel dans le royaume. Notre Jean-Baptiste, donc le père de Geneviève, avance quand même 60 000 écus à Henri III en 1575. Et à Lyon, il mène grand train lui aussi. Il participe au défilé, aux mascarades. On dit que lors d'un carnaval en 1555, il s'est déguisé en mort avec son frère Louis. Il aime bien s'amuser. Il obtient une lettre de naturalité en 1567 et devient donc français. Et très curieusement, dans tous ses courriers, il se désigne comme Florentin, gentilhomme florentin. Il achète une seigneurie dans les environs de Lyon, une première maison forte à Marcilly et une grange à Écully. Il est d'ailleurs nommé dans son courrier seigneur de gorge de la maison forte de Marcilly. Il possède aussi une maison place du Change près le port à Lyon. Et nous savons que les Florentins, ce qu'on appelait la nation florentine, l'ensemble de ces Florentins vivaient effectivement rive droite de la Saône, dans le quartier Saint-Jean. Il meurt en 1581.
Et juste avant sa mort, au début de l'année, il accède au poste de consul de la nation florentine. Donc le consul de la nation florentine, c'est un personnage un peu à part, qui représente les Florentins et qui se réunit régulièrement avec les marchands place du change pour ouvrir la séance, pour accepter ou refuser les lettres de change, définir les taux d'intérêt, fixer la date des paiements. Ce poste éminemment politique et économique ne dure même pas un an, puisque la peste sévit en août 1581 à Lyon. Et donc en 1580, on a encore des lettres signées Jean-Baptiste de Diacète. Et dès le mois d'octobre, on lit Feu Jean-Baptiste de Diacète. Voilà, donc il est mort de la peste. Il épouse, et c'est là ce qui nous intéresse, en 1565, Françoise de l'Aulbe. Et donc ensemble, ils auront un enfant, Geneviève de Diacète. Ce mariage est resté puisque c'est l'occasion d'une charte de mariage. La charte de mariage, c'est un document qui est typiquement lyonnais, qui est en général sur parchemin, comme celui-ci. Voilà, ça à peu près un peu plus grand qu'une feuille 21-29-7, hein, sur lequel nous avons une partie écrite, c'est toujours la même phrase, et une partie avec des enluminures qui, nous le voyons, représentent tout ce qui caractérise la foi catholique. Dieu le Père en haut avec ses petits angelots, 2 saints de chaque côté, des fleurs. C'est une façon d'affirmer, pendant la contre-réforme, sa foi catholique. De fait, si nous lisons le texte, alternance de lignes dorées et bleues, au nom de la Sainte Trinité, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je, Jean-Baptiste da Diacetto, Florentin, prends pour ma femme et loyale épouse, veuve, Françoise, fille de défunt Lyonnais de l'Aulbe, et vous recommande mes aumônes, ainsi que Dieu l'a dit, saint Paul l'a écrit, et la loi de Rome le confirme, ce que Dieu contraint par mariage, homme ne sépare. Donné à Lyon, en l'église de Saint-Paul, le 24 de septembre 1565. Donc on voit dans ce texte sont affirmés les grands dogmes de la foi catholique. Rome, Saint-Paul, l'église Saint-Paul, et cela nous montre que c'est une affirmation de la foi. À quoi sert ce document ? Ce document, en fait, il est béni en même temps que l'anneau et échangé en même temps que l'anneau. L'homme va lire le texte au moment de la célébration du mariage, et ensuite il donne ce document à sa femme, donc à Françoise de l'Aulbe, en lui donnant l'anneau. C'est un document qui prouve que le mariage est officiel, le mariage est religieux, ce qui veut donc dire que les héritiers seront des enfants légitimes. Donc c'est un document officiel qui a son rôle, c'est un document religieux, ça peut être aussi un souvenir, hein, on va l'encadrer, le mettre dans un petit coin de la maison, pour bien prouver qu'on est catholique et qu'on s'est marié bien comme il faut. Vous avez à Lyon un certain nombre de ces chartes de mariage, peut-être 150, qui sont essentiellement à la bibliothèque municipale de Lyon ou au musée Gadagne. Souvent la Vierge Marie est représentée, hein, puisque c'est un objet de la contre-réforme, qui a pour but donc de s'opposer aux partisans de ce qu'on appelle la scriptura sola, l'écriture seule. Voilà. Donc, mariage, ce qui fait que, grâce à ses ascendants maternels et paternels, Geneviève de Diacète devient une riche héritière et elle va pouvoir donc faire un très beau mariage. C'est évidemment une jeune fille qui est, on pourrait dire, convoitée.
convoitée parce qu'il y a un nom, la famille d'Adiacetto, XIIIe siècle, Florence, des philosophes néoplatoniciens, un martyr, Jacopo qui s'est fait couper la tête, etc., etc. Et puis une fortune colossale. Que sait-on donc de notre Geneviève? Elle a grandi à Lyon, elle est née en 1566. Avec son frère, elle a un frère Giuliano, dans ce milieu très aisé. L'inventaire de Jean-Baptiste en 1581 précise, nous avons un paragraphe spécial, l'habillement de la dite damoiselle Geneviève de Diacetto. Comment s'habillait-elle? 6 robes et 2 cottes. Robe de taffetas gris, de taffetas rouge et rayé, de taffetas blanc, de crêpe de soie blanche avec des manchets de soie blanche, un bas de côte de damas blanc et orange avec des bandes de velours. Il est clair que jeune fille, 1581, elle ne se marie qu'en 1584, elle est vraiment bien vêtue. Que sait-on de son éducation? Elle sait lire, écrire et compter, évidemment. Bon, elle n'a pas dû beaucoup pratiquer parce que dans l'inventaire après décès de son père, il n'y a aucun livre, même pas une Bible. Par contre, il y a des livres de contes, oui, mais pas de livres religieux. Donc on est très loin ici du milieu de l'édition des intellectuels lyonnais du XVIe siècle. C'est vraiment un monde à part. Pour tout vous dire, son français est plutôt phonétique. Il faut le lire à voix haute parce qu'elle ne respecte pas du tout les mots. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Quand on lit, on ne comprend rien. Mais quand on lit à voix haute, on se dit « Ah oui, en fait, ça veut dire quelque chose. » Bon. À tel point que parfois, je me suis demandé si le français était sa langue maternelle, si elle ne parlait pas italien. Comme vous savez, l'italien d'aujourd'hui dérive du toscan, de l'idiome de Florence. Donc, à mon avis, on devait parler italien à la maison. Elle a donc reçu la même éducation que toutes les jeunes filles de milieu aisé, en vue d'être épouse et mère. Donc, la finalité, c'est l'éducation des enfants, donc la foi, donc l'instruction religieuse, les travaux d'aiguille. Et dans les contes, on trouve qu'elle fait tendre les cordes de son luth. Donc, elle chante, elle joue de la musique. Le luth est quand même l'instrument de cour, spécialement réservé à la noblesse. Elle reçoit des lettres en italien, donc elle est bilingue. Elle a donc vécu à Lyon, mais elle est aussi allée à la campagne, puisqu'il y a une maison à Écully et une maison à Marcilly. Et vous savez que ces maisons de campagne sont très utiles pour les gens qui vivent à Lyon. En cas d'épidémie ou de forte chaleur, on va prendre le verre à la campagne. Et puis, ces domaines, sont des domaines agricoles, permettent aussi de fournir la nourriture à la table, à Lyon. Donc, elle a donc connu la campagne et la ville. Elle a certainement entendu son père parler affaires et elle l'a vu gérer ses biens, ses capitaux, parce qu'elle va elle-même gérer les biens. Par contre, si elle ne manque de rien au niveau matériel, on peut dire que sa vie se déroule dans une France extrêmement troublée. Nous sommes pendant les guerres de religion, à tel point qu'en 1584, au moment de ce mariage, François de Montchenu obtient une lettre de sauvegarde qui dit qu'il est interdit de piller les maisons d'Écully et de Marcilly, puisque les soldats, comme vous le savez, se payaient souvent en pillant les biens, aussi bien piller le foin qui servait pour les chevaux que les meubles, les vêtements. Que lui laissent ses parents? Eh bien, Geneviève a donc une partie de son héritage qui va aller aux enfants de son premier mariage, mais ce ne sont pas les enfants qui sont vraiment avantagés. Son héritière universelle, comme on dit à l'époque, c'est Geneviève de Diacète. Et c'est elle qui va récupérer les biens de son père en 1584, au moment de ce mariage, et les biens de sa mère en 1607. Que lui laisse sa mère Françoise? 2 maisons à Lyon. Une maison avec jardin et verger, proche de la maison de Thomas Gadagne, près du chemin tenant de Saint-Barthélemy à l'Anticaille,
et une autre maison rue Saint-Jean, près de la rivière de Saône. Plus les maisons de Gorges, de Marcilly et d'Écully. Françoise de l'Aube lui lègue également 3000 écus, tous les biens et meubles qui se trouvent donc dans ces différentes maisons. Elle est donc, on le voit, bien dotée, cette enfant. Elle va ensuite donc récupérer ses héritages. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces maisons? Il y a toujours des inventaires dans les maisons. Qu'est-ce qu'on y trouve? On n'y trouve en fait pas grand-chose. Dans les maisons de Françoise de l'Aube, on est un peu déçus. La vaisselle est en cuivre, en étain, en laiton. Les meubles sont de sapin. Par contre, on retrouve toujours ce penchant très net pour les beaux tissus et vêtements de luxe. Le taffetas, le velours, le damas, la serge, un manteau pour la pluie. C'est tout à fait étonnant. On sent que la fortune est investie dans les vêtements. Quant à l'héritage de Jean-Baptiste, plus précisément, ces biens inventariés sont énumérés dans un cahier de 118 pages. Donc je ne vais pas vous assommer avec tout ce qu'il y a dans les maisons. Mais qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des tapisseries de Flandre et de nombreux tapis. Alors, ce document, donc, Hans Holbein, les ambassadeurs, pour vous montrer que le tapis, c'est quelque chose de tellement précieux qu'on s'en sert comme nappe sur les tables. Il n'est pas question de marcher dessus, hein. Donc, on les met sur des guéridons, sur des tables, et c'est vraiment un objet de luxe, c'est un tapis de Turquie. La garde-robe est absolument extraordinaire. On a 7 douzaines de chemises. Ça nous fait 84 chemises, si j'ai bien compté. 84 chemises, c'est nécessaire pour l'hygiène. Je vous rappelle qu'à l'époque, on ne se lave pas, mais on a une forme d'hygiène qui consiste à se frotter le corps avec des tissus. Et chaque fois qu'on transpire, on change de chemise. Avoir une chemise blanche qui ne sent pas trop mauvaise, c'est signe de propreté. Donc, on change souvent de linge plusieurs fois par jour. Et on retrouve des tissus de très riches étoffes avec des fils d'or. J'ai noté le vêtement le plus somptueux, qui coûte 30 écus, une grande robe de damas gris et 2 bandes de velours fourrées de ras gris d'Allemagne. Probablement un vêtement d'apparat. Et que trouvons-nous aussi? On trouve des fourrures, donc des objets de luxe, une quinzaine de diamants, de saphirs, de rubis, de perles, de chênes et d'anneaux d'or. Donc je précise que ce sont des banquiers. Donc en fait, ce sont des gages. Ces objets ne leur appartiennent pas. En gage, ils ont reçu ces bijoux et ils ont donné une somme d'argent. Donc elles n'appartiennent pas vraiment au Dadiacetto. Des nappes, des serviettes, etc. Très curieusement, 222 aunes de toile. Je n'ai pas réussi à trouver qu'est-ce que c'est qu'une aune de toile, mais j'ai trouvé son prix. L'aune de toile vaut 15,5 livres, ce qui nous fait quand même un capital immobilisé de 3 441 livres, juste en toile. Donc un marchand, voilà, qui est richissime. Et donc, comme je vous l'ai dit, pas de livres. Pas de livres. Ce Jean-Baptiste, donc, à sa mort, va faire des legs importants et on retrouve des noms italiens. Aldo Brandini, Julien Dadiacetto, Piero Francesco Dadiacetto, Ludovico, Nicola Righi, voilà, donc toujours ce petit monde. Et il veille bien sûr à ce que sa fille Geneviève donc, soit aussi son héritière universelle. Elle va donc se marier. Alors, je ne sais pas si on voit grand-chose. C'est une carte qui vous montre le Dauphiné. Et le château de Montchenu, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, ici, mais bon, j'ai pas de souris là. Et le château de Châteauneuf de Galore, qui sont à proximité l'un de l'autre, pas loin de Saint-Antoine-l'Abbaye, de Romans, de Valence, voilà. Donc les Montchenu, c'est une famille dauphinoise. Pour vous situer, c'est un petit village de la Drôme des Collines, à la Drôme du Nord, qui se trouve pas très loin d'Autrive. Vous savez, le fameux facteur cheval, hein, tout le monde le connaît. Voilà, vous avez quelques kilomètres d'Autrive, entre Autrive et Saint-Donat.
Et ce personnage n'est pas n'importe qui. Les Montchenu font partie de la noblesse immémoriale. Ça veut dire les ancêtres ont participé à la première croisade. Donc, une famille prestigieuse. Petite généalogie pour situer notre François de Montchenu qui va épouser Geneviève de Diacète. Donc, je remonte à son père et à son grand-père. Le grand-père de François, c'est Marin de Montchenu, qui a épousé une Antoinette de Pontbriand. Et alors là, mauvaise pioche, il a 3 filles. C'est une catastrophe à cette époque. Pas de fils pour perpétuer le nom. C'est gravissime, ça veut dire que la famille va disparaître et que les biens vont aller à des gendres qui porteront un autre nom. Donc les 3 filles, elles s'appellent toutes les 3 Marie, c'est simple à les reconnaître. Donc Marie Salomé a épousé Monsieur de Châteauvillain, un autre Châteauvillain, rien à voir avec Louis d'Adjacette. Une Marie Cléophas, 2 mariages, un premier mariage Louis d'Harcourt, puis un deuxième mariage Antoine de Pons. Ce qui nous donne donc une Antoinette de Pons, qui est la cousine de François, et une troisième, Marie-Madeleine, qui a épousé un Claude de Montchenu. Voilà, elle s'est mariée avec un cousin, celle-ci, de façon à garder le nom. Et c'est elle, bien qu'elle soit la cadette, qui va hériter des châteaux de Montchenu et de Châteauneuf de Galor, pour garantir cousin au 8e degré. Donc, il n'y a rien de scandaleux. Et donc François est donc issu de cette descendance. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille? Elle est bien en cours aussi. D'ailleurs, je pense que les de Diacète ont rencontré les Montchenu à la cour des rois de France. Et c'est sans doute là que le mariage a été organisé entre François et Geneviève. En effet, Marie Cléophas est fille d'honneur de Marguerite de Valois d'Angoulême, puis de Navarre, c'est la sœur de François Ier, puis ensuite d'Éléonore d'Autriche, c'est la deuxième femme de François Ier, puis de Catherine de Médicis, la femme de Henri II. Sa fille Antoinette de Pons était la première dame d'honneur de Marie de Médicis. Donc voilà, eux aussi ils sont en cours. Et Antoinette aurait été courtisée par Henri IV. Il en a courtisé beaucoup, je sais. L'histoire raconte qu'il lui aurait fait des avances assez intrusives et qu'elle aurait répondu « Je ne suis pas d'assez bonne maison pour être votre femme, mais de trop bonne maison pour être votre maîtresse. » Elle lui a donc rabattu son caquet. En effet, cette pas d'assez bonne maison, parce qu'ils ne sont pas apparentés aux grandes familles princières d'Europe ou de France, trop bonne maison puisque noblesse immémoriale, première croisade. Le château de Montchenu existe toujours. Voici une vieille carte postale qui nous montre la porte d'entrée du château qui a gardé son aspect médiéval encore aujourd'hui. Elle donne accès sur ce qu'on appelait la basse-cour où était la ferme. Et une deuxième vue depuis la route et qui nous montre l'ampleur du château. Alors je précise qu'il a été beaucoup restauré au temps de Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Je ne suis pas sûre que les 2 lignes de rempart étaient telles quelles au XVIe, mais bon. Voilà, ils ont bien sûr eux aussi des armoiries avec une devise, la droite voie. Et donc, dans les dessins de Clouet, nous avons, qui sont conservés au château de Chantilly, nous avons Marie Cléophas, fille de Marin, et sa fille Antoinette de Pons. Alors, cette Marie Cléophas, par son deuxième mariage, était dame de Massy. Et donc, Clément Marot lui a donné, si je puis dire, une étrenne, c'est-à-dire un petit poème très très court, en 1541. « À ma damoiselle de Massy, sous vos atours bien fournis, d'or garnis, à Vénus vous ressemblez, sous le bonnet me semblez Adonis. » Mignon. Voici
la signature de François de Montchenu, donc pas du tout la même écriture. Il écrit « Votre entièrement bon ami, François de Montchenu ». Une écriture très haute et très resserrée. Il était donc seigneur de Montchenu et de Châteauneuf-de-Galore. Alors, le château de Châteauneuf-de-Galore, aujourd'hui, c'est une école de filles qui a été remaniée. Il n'en reste quasiment rien. Juste la partie centrale de l'école. On distingue encore, vous voyez, en haut, près des chenaux, des corbeaux et l'appareil en pierre de taille. Tout le reste a été détruit, etc. Une vieille carte postale du début du siècle nous montre l'ancien château des seigneurs de Montchenu, mais je ne pense pas qu'il était ainsi au XVIe siècle. Au XVIe siècle, il devait avoir la partie centrale avec le toit à 4 pans, l'ancien donjon probablement. Voilà donc où elle va vivre. Je regarde l'heure. J'enlève ma montre pour l'avoir sous les yeux. Donc, le père de François est Claude de Montchenu. Il est chevalier et gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. Et c'est un militaire, évidemment. Les Montchenu, famille immémoriale, ils ne savent faire qu'une chose, c'est se battre. Et donc, il dépense beaucoup d'argent, puisque vous savez, à cette époque, quand on est militaire et officier, il faut fournir son équipage, ses chevaux, il faut recruter ses gendarmes en 2 mots, il faut aussi les équiper, les fournir en chevaux, ça coûte des fortunes. Le principe de la noblesse française, c'est qu'on vit toujours endetté. C'est le principe. Et on ne paye pas toujours ses dettes. Donc, étant lourdement endettés, guerre de religion, ils ont combattu énormément. Claude, comme son fils François, ils sont bien contents de trouver une petite demoiselle bien dotée avec des diamants, des bijoux et toutes sortes de choses intéressantes. Rapidement, Claude, donc le beau-père de Geneviève, avec qui elle va vivre, parce qu'il ne meurt qu'en 1601. Donc de 1584 à 1601, ils vivent dans le château de Châteauneuf-de-Galore, parce qu'en fait, on ne vit pas au château de Montchenu, qui n'est pas très bien entretenu. Et donc, j'espère pour elle qu'il avait une personnalité attachante. Donc, Claude a commandé, il était gouverneur de Romans, il a combattu les protestants. Il s'est battu beaucoup. Il était également panetier de Charles IX. Il a reçu pour service rendu de Charles IX le collier de l'ordre de Saint-Michel. Et dans de nombreuses lettres, on lui demande de courir sur ceux de la religion prétendue réformée. Il a de nombreuses lettres certifiant les services rendus. Et donc, son action en Dauphiné est bien établie par de nombreux documents. Et d'ailleurs, sa réputation de bon militaire et la confiance que le roi lui porte lui permet de participer aux États de la province convoqués par Henri IV en 1591 sous la tutelle du gouverneur de Grenoble, François de Bonne de Lesdiguières. Monsieur de Montchenu, il a plu au roi envoyé sa lettre patente pour la convocation des États généraux de cette province. Voilà. Donc, la vie de Claude se partage entre son château de Châteauneuf-de-Galore, les champs de bataille du Dauphiné, les séjours à la cour, la Savoie, Grenoble, voilà. Je regarde l'heure, donc je vais aller un petit peu vite. Alors, un petit mot sur cette Marie Cléophas et sur sa fille Antoinette de Pons. Donc cette Antoinette était donc bien en cours, je vous ai dit, et donc elle a participé à l'établissement des Français en Acadie. L'Acadie, c'est-à-dire la Nouvelle-France, c'est-à-dire le Québec aujourd'hui. Elle a usé de son influence pour implanter des jésuites en affrétant elle-même un navire au profit de Jean de Poutrincourt, gouverneur de Nouvelle-France. Donc c'est vous dire combien cette famille a de l'influence et quand même à pignon sur rue. Ces Montchenu ont donc une excellente réputation par leur ancienneté, par leur renommée à la cour,
Leurs relations s'étendent auprès de la famille royale et donc François est le fils aîné qui va hériter des seigneuries de Montchenu et de Châteauneuf. Donc, on peut dire que François fait un beau parti pour Geneviève et que Geneviève est un excellent parti pour François. Ce ne sont pas des tendres à l'époque. On s'entretue allègrement entre protestants et catholiques. Le Dauphiné a beaucoup souffert, la Drôme en particulier, de ces guerres de religion. Et pour exemple, une petite mésaventure arrivée à François de Montchenu. En 1580, ils sont ligueurs, vous l'avez compris, ultra-catholiques, et ils ont commis des actes de guerre et d'hostilité contre le futur roi Henri IV. Et donc un jour, en 1580, le 11 août, ils se promènent seuls et sans armes près du château de Montchenu. On ne sait pas bien à quoi ils pensaient dans ces temps troublés pour avoir laissé leurs armes à la maison. En tout cas, nous avons là des protestants qui arrivent à cheval, avec pistolet à l'arçon de la selle, et qui attaquent le seigneur de Montchenu et tirent sur lui 3 coups de pistolet. C'est un guet-apens délibéré, nous dit-on dans les lettres. Donc, notre Montchenu, François, se sauve en courant. Je ne sais pas s'il se prend les pieds dans une racine ou s'il a tellement peur qu'il s'évanouit. Bref, il tombe par terre comme mort. Et donc, les agresseurs sont persuadés que le baron de Montchenu est mort. À cela, les habitants de Montchenu sonnent le glas en disant « on a tué notre seigneur ». Vous voyez, il y avait quand même une certaine unité entre les manants et leur seigneur. Et donc, ils vont courir après les attaquants qui s'enfuient. Ils vont se réfugier dans une maison. Ils montent malheureusement au premier étage. Ils sont coincés. La maison est cernée. Ils sautent par la fenêtre dans le jardin. Mais le jardin est clos. Et ils se font tuer. Le baron de Montchenu, cependant, tira des mains de la dite multitude un capitaine protestant. Donc, notre Montchenu, il est revenu de son évanouissement. Et donc après, ça donne lieu, ce meurtre, cet assassinat, à une amnistie de la part d'Henri IV en 1600, qui gracie François. Et en fait, il y a un accord qui est signé entre la famille de François de Montchenu et donc la famille des personnes décédées, pour qu'il y ait une bonne paix, amitié et concorde, et que l'on renonce aux poursuites judiciaires. Moyennant quoi, les Montchenu ont versé 500 écus, pour être tranquilles. Voilà, donc ardents catholiques, militaires, qui ont bien sûr du sang sur les mains. C'est normal à l'époque. Et donc une alliance entre les deux familles. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Donc ce mariage est organisé en 1584. Il y a des témoins, donc des Italiens du côté de Geneviève de Diacète, les seigneurs locaux de la région de Montchenu-Châteauneuf de Galor du côté de François. Le mariage a lieu à Lyon. Elle a lieu à Lyon et le contrat de mariage est en 2 langues, savoir en langage italien et en langage françois, avec donc cette dot. C'est signé dans la maison du docteur en médecine de Lyon, Pierre Bouchard, bourgeois de Lyon, près de l'église de Saint-Nizier. Et on a là toute la liste des témoins. Et après, que font nos jeunes mariés ? Ils déménagent et Geneviève abandonne ses zones de tissu, sa vie brillante à Lyon, son environnement très aisé, pour se retrouver dans un château quand même assez rustique, en pleine campagne. Et elle emmène avec elle des bribes de sa vie de jeune fille, puisque nous avons un inventaire des habits que mademoiselle Geneviève d'Adiacetto, femme de monsieur de Montchenu, a porté dans son coffre en Dauphiné après son mariage. Et ça devait être précieux, parce que c'était mis dans des coffres de Flandre, fermés à clé, qui ont pris le coche d'eau jusqu'à, Saint-Vallier, Saint-Rambert, et ensuite qui ont été amenés au château de Châteauneuf. Et donc, il y a un reçu. François de Montchenu a signé le reçu, comme quoi il a bien eu l'ensemble des biens.
Et donc, dans cet inventaire, on voit un trousseau magnifique. On se demande comment Geneviève va pouvoir porter ça dans la gadoue de la vallée de la Galore. Là, toujours velours, satin, damas, taffetas, des robes, des paires de manchons, des cottes, très luxueuses, des écharpes avec des franges de soie, 3 douzaines de chemises, 12 paires de chausses, 12 coiffes, 2 miroirs d'argent et des toilettes. Donc la toilette, c'est une pièce de toile pour protéger les vêtements précieux quand on déménage de la poussière. On n'a rien inventé. Et des zones de coupons, de serge, de velours, de damas. On se dit, elle va se faire des nouveaux vêtements dans son coin perdu. Et en plus, 30 bijoux, des drageoirs en argent, des ceintures, des ceinturons, des pendants d'oreilles, c'est en or, en argent, en corail, en agate, en turquoise, 300 perles, 5 rubis, 5 diamants, des grenats. Et là, on se dit, les réceptions dans le petit château de Châteauneuf de Galore, ça doit quand même être assez limité pour porter ces toilettes. En fait, ça ne va pas du tout servir au quotidien. Elle les a peut-être mises, je ne sais pas. C'est surtout qu'elle sert de gage aux emprunts pour faire face aux grosses dépenses. Donc, petit à petit, elle va mettre, une fois qu'elle est mariée, puisqu'elle épouse un homme très endetté et qui en plus dépense beaucoup d'argent, je le sais parce que j'ai retrouvé dans les lettres des remarques, elle va donc mettre en gage chez différents financiers, petit à petit, tous ces diamants, ces rubis, ces perles, ces vêtements. Et elle va se retrouver ruinée par son mari. Regardez ce qu'elle écrit en 1607. Je vous le lis, parce que les funérailles ou funérailles de feu mon mari, 500 francs. Ça lui a coûté 500 francs. Les funérailles de feu ma mère, morte en 1607, 400 écus. Et plus loin, CEUS, ça veut dire écu. Je me suis cassé la tête longtemps en disant que ça veut dire et ce. Et puis à force de chercher, je me suis dit, mais ce écu. Et point d'argent pour payer tout cela. Un petit revenu. Et tous mes enfants qui me vindrent sur les bras. Voilà donc le point de vue de Geneviève après la mort de son mari en 1603 et la mort de sa mère en 1607. Tout est parti en fumée. J'en arrive à la conclusion. Donc, nous voyons que Geneviève n'a pas eu de rôle politique, elle ne tenait pas salon, elle ne tenait pas ruelle, ce n'était pas une intellectuelle, voyez comme elle écrit, elle ne fréquentait pas le milieu des éditeurs, elle ne lisait pas, elle avait une vie représentative de son milieu social, bonne éducation, mariage arrangé par les familles, elle est partie vivre avec sa famille, elle a eu 9 enfants, une famille nombreuse et, comble du bonheur, sur les 9 enfants, 8 garçons. Et ça, c'est extraordinaire pour les membres de la noblesse des Montchenu. Il n'y en a qu'un qui va hériter, bien sûr, les autres sont tous des militaires. Et puis la fille fera un beau mariage. Mais son originalité, c'est qu'en 1586, et c'est là où elle a une vie un petit peu à part, François de Montchenu lui donne une procuration. C'est une procuration qui donne toute liberté à sa femme pour traiter des affaires. Elle peut intenter des procès, faire des emprunts, signer des actes, payer. Elle a toute liberté pour s'occuper des affaires, en particulier la succession de son père, et elle peut réaliser des paiements. C'est assez exceptionnel, puisqu'elle va acquérir une liberté et une responsabilité étonnantes, ce qui fait qu'en se mariant, elle ne va pas être sous la coupe de son mari, mais elle va pouvoir être assez indépendante. Et alors, ça s'explique, puisque vous savez qu'en France, un noble qui travaille, comble de l'horreur dans le commerce, déroge. Donc François de Montchenu ne peut pas gérer les biens de sa femme. Par contre, en Italie, il n'y a pas de problème,
pas de contradiction. Donc, elle va avoir une liberté étonnante, et ensuite, elle est veuve en 1603, elle ne se remarie pas, et donc, elle va rester indépendante, elle va être tutrice de ses 9 enfants jusqu'à sa mort. Elle vit, c'est vrai, très âgée. Voilà. Bien, Madame, je vous remercie beaucoup de cet exposé très vivant. Je vous remercie beaucoup de cet exposé extrêmement vivant, original, parce que c'est vrai que nous avons très peu de renseignements sur la vie des femmes lyonnaises de cette époque, et qu'à voir les difficultés pour trouver des renseignements sur une femme qui d'une génération antérieure, bien antérieure, Louise Labbé, qui avait une certaine indépendance aussi, mais sur laquelle on a beaucoup fabulé et sur laquelle on ne sait pas grand-chose, à part son testament qui est très, très détaillé, très intéressant. Alors, je pense qu'il va y avoir des questions à vous poser. Moi, je voudrais vous demander, vous avez parlé de l'existence d'un frère. Comment se fait-il que ce frère n'a pas... Il est décédé jeune, c'est ça ? Exactement. Ouais. Tout à fait. Non, ça ne marche pas. Ah, il ne marche pas. Donc, son frère Giuliano est décédé très jeune, à la fin du XVIe siècle. Enfin, très jeune, il devait avoir 18, 20 ans. Et très curieusement, son enterrement est un enterrement de miséreux. Autant pour l'enterrement de Françoise de l'Aulbe, des diacetes, on dépense des centaines d'écus. Autant là, 2-3 écus. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi. Je n'ai pas fouillé la question. On pourrait supposer qu'il était infirme ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais on est quand même très frappé par ce goût pour les toilettes qui est très italien. Mais vous avez parlé de l'inventaire du mobilier qui est terriblement modeste, qui n'est pas à la hauteur du tout, à part les tapis qu'on met sur les tables. C'est assez surprenant cela quand même. Et puis alors, bien sûr, cette absence de livres. Vous aviez parlé de la mère Françoise de l'Aulbe, dans l'inventaire de laquelle il n'y avait pas de livre non plus. Et vous dites qu'il y a eu un oncle florentin qui faisait partie des philosophes. Et c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas eu un seul livre, vraiment. Je suis très frappée par ça. Vous nous avez montré une magnifique... charte de mariage. Je préciserai que Jean Tricot en a fait une étude extraordinaire. Voilà. Oui. Et ce sont des documents magnifiques, très, très recherchés. Je pense que certains d'entre vous ont des questions à poser. Pardon ? C'est la deuxième partie de sa vie. Donc, ça n'a pas été... Alors les procès, vous savez, le monde est extrêmement procédurier sous l'Ancien Régime. Un petit coup de coude dans une foule, un regard mal placé, l'oubli de payer 3 sous d'intérêt sur une somme, ça engendre des procès qui peuvent durer des années, parfois de génération en génération. On se refile la patate chaude pour récupérer un petit bien qui était dû, mais que dont quelqu'un d'autre a hérité. Enfin, je ne peux pas vous dire, je ne les ai pas tous lus. Pour l'instant, je décrypte les 35 livres de contes. Commencé en 1603, j'en suis à 1607. Et ça va jusqu'à sa mort. Donc, les problèmes de l'eau, c'est très fréquent, c'est pour des histoires d'eau. Alors, je n'ai pas trop trouvé, mais je n'ai pas encore lu tous les procès, je vous avoue. C'est la deuxième partie de sa vie, et là, j'ai centré mon exposé sur la vie lyonnaise. Voilà. Alors, la bibliothèque de Laurent de Montchenu, mais là on est au XVIIIe siècle, était assez exceptionnelle. Il
Il y avait des milliers de livres que j'ai inventoriés dans ma thèse avec des tableaux. La thèse est accessible. Vous savez que toutes les thèses sont absolument publiques. C'est une obligation. Vous la trouverez sur Internet. En un clic, on imprime 800 pages. C'est incroyable. Enfin, on télécharge, on n'imprime pas. Et donc, est-ce que du temps de Claude de Montchenu, donc le père de François, est-ce qu'il y avait des livres? Eh bien, je n'en sais rien. Il faudrait que j'ai l'inventaire après décès, ce que je n'ai pas. Parce que parfois, on a la chance de tomber sur des mines, mais pas toujours. En tout cas, dans l'inventaire après décès de François, le mari de Geneviève, il n'y a pas de livre. Donc la bibliothèque a été constituée plus tard, au XVIIe siècle. Une autre chose aussi, vous avez signalé que le mariage a été prononcé dans les deux langues, l'italien et le français, ce qui prouve bien qu'elle était de langue italienne. Et ses difficultés à écrire en français tiennent à ce fait-là. Vous avez parlé, madame, de tapisserie d'Auvergne. Je ne suis pas au courant qu'il y ait des tapisseries. Au Buisson. C'est au Buisson. Comment? Au Buisson. Ah, c'est au Buisson. Ah, mais oui. Tapisserie de Flandre et d'Auvergne. Nous allons arrêter là. Merci encore de votre intervention.